pendant cette période de temps à déterminer à l'Ukraine. Donc là aussi, il faudrait éclaircir un peu la véritable proposition faite par les Américains. Peut-être que ça a évolué entre Witkoff et ce qu'a dit hier soir monsieur Trump. Il y a également une autre divergence qui porte sur le statut de l'Ukraine libre, l'Ukraine qui ne serait pas occupée par les Russes. Et là, dans ce qui a été affiché à l'écran, on nous indique que, évidemment, c'est la thèse classique des Russes, renonciation définitive de l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. Il y a eu hier d'autres formulations qui ont été affichées également sur vos écrans, qui étaient que, dans le fond, peut-être que les Russes disaient, écoutez, pour ce qui concerne l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à l'Union européenne, dans le fond, c'est votre affaire. On s'en désintéresse, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui serait très dangereux, parce que effectivement, certains à Moscou disent, après tout, on n'a pas à se préoccuper de cette question. Si la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN se pose, eh bien, c'est à l'OTAN de répondre. Et il y a beaucoup de chances de répondre, que la réponse de l'OTAN soit, dans l'état actuel des choses, ça n'est pas possible. Et de renvoyer le ballon dans le camp de l'OTAN qui dirait non, les conditions ne sont pas mûres pour que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. On va aller justement du côté de la Russie, voir notre correspondant. C'est la première fois, en fait, depuis 10 ans, qu'un président russe va se rendre aux États-Unis. On va retrouver Jean-Didier Revoin en direct de Moscou. Bonjour Jean-Didier. Donald Trump a évoqué hier un échange de territoire au bénéfice de tous. Ce sont ses mots. La Russie a, elle, confirmé l'entrevue prévue la semaine prochaine. Est-ce que le Kremlin a réagi directement aux propos du président américain ? Alors, écoutez, pas pour l'instant, dans la mesure où tout ce qu'on sait de sources diplomatiques, c'est que les Russes ont l'air très contents de se rencontrer en Alaska. Ils invoquent la proximité, les échanges économiques qui ont lieu dans cette région pour se satisfaire du choix de l'Alaska pour une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Mais Yuri Ushakov, le conseiller de Vladimir diplomatique, ne s'avance pas autant que le président américain ou que les fuites qui ont été diffusées dans la presse ces derniers jours. Il estime simplement que les prochains jours vont être consacrés à l'élaboration des détails de cette rencontre, et puis il précise que c'est un processus qui est très difficile. Alors on comprend bien que les Russes ne veulent pas ouvrir leur jeu de cartes, montrer ce qu'ils ont dans la poche avant d'arriver à ces négociations. Les Russes sont de ce point de vue-là assez conservateurs. Il est très rare que des bruits fuitent dans la presse avant une rencontre aussi importante, vous l'avez dit, entre Donald Trump et Vladimir Poutine, la première entre un président russe et un président américain depuis 10 ans. Jean-Didier Revoin en direct de Moscou. Merci beaucoup Jean-Didier, lieutenant-colonel Arbaretier. Quel est au fond l'intérêt commun de Donald Trump et de Vladimir Poutine d'accepter cette réunion maintenant ? Alors l'intérêt de Donald Trump, c'est de montrer qu'il va être à l'origine d'un cessez-le-feu. D'ailleurs, hier, il était entre les présidents azerbaïdjanais et arméniens pour montrer la fin de la guerre entre l'Azerbaïdjan et qui était venu à Washington. Donc ça, c'est un faiseur de paix. Et l'intérêt de Poutine, déjà, c'est d'échapper aux sanctions tout de suite. Ensuite, c'est de ne pas avoir le président Zelensky, dans les négociations. Ça, c'est un gros intérêt, parce que une fois qu'il aura persuadé si jamais il y a quelque chose d'écrit à la suite de cette réunion, lorsqu'il aura persuadé le président Trump de certaines choses, et que finalement son plan plus ou moins changé, amendé par le président Trump, arrivera comme quelque chose à exécuter sur le terrain. Et c'est pas neutre, quand on échange des territoires. Les territoires, c'est pas que des territoires avec de la terre, c'est pas le désert. Et même dans le désert, il y a des gens. Donc c'est aussi les gens qui sont dessus. Et ça me rappelle quoi, en tant qu'historien militaire? C'est ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale, où il y avait sur une petite feuille un dessin fait à Churchill, Staline, et voilà. On a dit, Tchécoslovaquie, tiens, 50-50. Là, 35. Et puis ça s'est terminé comment? Le pauvre monsieur Beneš, déjà, dont on s'était pas occupé à Munich en 1938 pour la Tchécoslovaquie, ce qui a été une des origines indirectes de la Seconde Guerre mondiale, et le même monsieur Beneš, en 1947, après les élections libres qui ont été faites, eh bien, on s'en est pas occupé non plus. Ça a été la Russie soviétique, l'Empire soviétique, qui a annexé, sans demander leur avis aux Tchécoslovaques. Les Tchécoslovaques avaient voté plutôt démocrate. Donc vous voyez, ça rappelle ça. Ça rappelle que finalement le droit international
est fait par les plus forts. Finalement, c'était ce que voulaient faire les États-Unis en 1945, la conférence de San Francisco. Et quand vous regardez bien la guerre de Corée, général MacArthur, il emmenait les soldats des Nations Unies, mais qui étaient tous des non-communistes. Les Nations Unies se battaient contre les Nord-Coréens et ensuite contre les Chinois. Donc voilà, en fait, on revient aux fondamentaux de 1945 et on oublie la période bénie, 1990 jusqu'à aujourd'hui, où il y avait quand même un certain semblant de droit international. Là, l'ONU parle, que ce soit sur ce dossier ou sur Gaza, c'est comme si le secrétaire général de l'ONU ne disait rien finalement. Voilà, le problème il est là, c'est qu'il y aura deux nations importantes, même si la Russie n'a plus le rang qu'elle avait du temps de l'URSS, qui vont décider pour d'autres qui ne seront pas là. On va aller voir Olivier Weber, écrivain, grand reporter, qui est également avec nous. Olivier, selon vous, quel œil vous portez là-dessus? Que cherche exactement Vladimir Poutine dans ce calendrier diplomatique avec Donald Trump? Est-ce que le président russe cherche à gagner du temps comme il l'a déjà fait? Oui, absolument, parce qu'il sait très bien qu'il a le temps pour lui. Et c'est là ce qui va être intéressant avec ce sommet donc en Alaska, c'est qu'on aura un petit peu deux conceptions du temps qui vont s'opposer. Qu'est-ce qu'il veut Trump? Il veut du relationnel, voire de l'hyper-relationnel. Il a toujours dit qu'il croyait beaucoup dans les rencontres entre chefs d'État, donc en tête-à-tête, d'où le principe de ce sommet, sans Zelensky, sans les Européens encore moins évidemment, sans l'OTAN encore moins, etc., ce que ne voulait pas bien sûr Poutine, alors que Poutine va tout faire pour non pas plaire à Trump, mais pour aller dans son sens, y compris dans peut-être des avancées, d'une souplesse, sinon des concessions. Et quand le président Trump parle de some swapping, c'est-à-dire des échanges, ce sont certes des échanges territoriaux, mais c'est aussi grosso modo une avancée côté russe, donc grosso modo des concessions côté russe contre la fin des sanctions. Le seul langage que comprend Poutine, et c'est un petit peu ce qui l'a amené à accepter donc ce sommet, qui lui est pas du tout défavorable dans le principe, c'est donc le rapport de force. Et puis, deuxièmement, la peur de sanctions accrues du côté américain, non seulement sur des pays intermédiaires comme l'Inde, la Turquie et la Chine qui achètent ce pétrole russe et ce gaz russe à bas prix, puisqu'on parle d'un coût de 47 $ le baril pour à peu près 4,7 millions de barils jour produits en Russie. Et donc, cette menace de sanctions était quand même un petit peu alarmante, on va dire, pour Poutine. Poutine sait très bien que le taux directeur de la Banque centrale russe donc est à peu près à 20-21%, ce qui est énorme, ce qui veut dire aussi qu'il y a presque une garantie de crise économique dans les 2 années à venir. C'est ce que dit en tout cas la gouverneure de cette banque centrale russe. Et donc là, il va y avoir un jeu. Alors deuxièmement, on est toujours dans l'espace-temps. Quand on parle de trêve ou de cessez-le-feu, il ne s'agit pas de paix. Il s'agit donc d'un gel éventuel du conflit, avec peut-être un retrait de forces russes qui n'est pas exclu par les Américains ce matin. Donc le fait que 2 des oblasts revendiqués, annexés même par la Russie, c'est-à-dire Luhansk et Donetsk, resteraient dans le giron russe, et peut-être soit un gel des positions russes, soit un retrait, ce qui n'est pas exclu du côté américain, dans les 2 autres régions, qui sont celles donc de Zaporijjia et de Kherson. Et la Crimée, évidemment, sera totalement acquise à la Russie dans ces pré-négociations qu'on verra aboutir donc la semaine prochaine. Donc il y a un jeu qui va être mené par Poutine. Trump, ce qu'il veut, lui, c'est être candidat, donc potentiellement désigné par d'autres chefs d'État pour le prix Nobel. Je signale que c'est une désignation qui se fait à l'automne et donc une remise de prix en novembre-décembre. Donc c'est demain. Si ce n'est pas cette année, c'est l'an prochain. On peut penser que Poutine va aller dans ce sens-là. Et en même temps, évidemment, ce dont ont peur les Ukrainiens, ils me le disent, c'est grosso modo que cette trêve signifie un gel provisoire des combats pour que l'armée russe se ressource à nouveau, avec une reprise donc éventuelle un peu plus tard. C'est la grande peur des Ukrainiens, et donc je ne suis pas sûr que Trump soit tout à fait conscient de ces risques-là. Ce qu'il veut donc, c'est un engagement sur le papier et pouvoir se glorifier du titre de faiseur de paix. Oui, parce qu'un sommet en tête-à-tête avec son homologue russe, ça n'était plus arrivé sous Donald Trump depuis 2019. Ça peut flatter son ego et amener Donald Trump, au fond, à des positions plus conciliantes. Oui, parce qu'on est vraiment dans l'ego, on est vraiment dans ce côté donc hyper rationnel et puis relationnel, pardon, et puis deuxièmement le côté transactionnel, encore une fois, cher à Donald Trump.
non seulement au niveau commercial, mais au niveau diplomatique. Or, ça ne se passe pas comme ça. On sait très bien que là, on est dans une approche multidimensionnelle. On ne peut pas garantir une paix uniquement bilatérale. C'est ce que veut Poutine. Poutine, il est très content, évidemment, de négocier avec Trump. Il veut surtout pas d'autres intermédiaires, et encore moins, bien sûr, les Ukrainiens, et encore moins Zelensky. Il veut la tête de Zelensky politiquement. Il dit qu'il n'est pas démocratiquement désigné encore aujourd'hui à cause de la guerre. Mais évidemment, c'est pas le cas, parce qu'il y a la loi martiale et la Constitution qui garantit cette position. Et donc, voilà, ce côté bilatéral n'est pas satisfaisant. Il est bancal, évidemment. Poutine va avancer. On sait très bien aussi du côté américain que les sanctions voilà, ne sont pas toujours efficaces et de moins en moins parce qu'il y a une sorte d'amélioration, on va dire, de l'autarcie, de l'autosuffisance russe depuis 2022, c'est vrai, y compris avec la flotte fantôme, y compris avec l'approvisionnement en composants donc électroniques par des pays intermédiaires comme l'Iran et via les pays caucasiens qui remontent en Russie pour l'industrie d'armement en particulier. Donc voilà, même Trump n'est pas tout à fait, comment dirais-je, conscient, on va dire, de la portée de ces sanctions. Donc il y a le côté évidemment égo pour que Trump puisse se flatter de ce début d'accord sur le temps court évidemment, et évidemment il l'imposera aux Ukrainiens. La grande menace